Bonjour à toutes et à tous. Nous avons fait le choix, comme Lucie vient de vous le dire, d'ouvrir cette séance avec l'évaluation au quotidien, celle qui jalonne le parcours des élèves. Nous avons examiné l'an passé, comme il a été rappelé tout à l'heure dans la première partie de ce séminaire, l'évaluation en France qui, au nom de l'objectivation et de la rationalisation, a conduit à mettre en place des modalités dont la caractéristique principale est de permettre des classements et la hiérarchisation, mais qui échoue très souvent à donner aux élèves les moyens de se connaître en termes d'apprentissage. Pourtant, ces évaluations, les élèves y sont confrontés à un rythme que certains considèrent, comme nous l'entendrons tout à l'heure, comme harassant. Ces modalités ont tellement été intégrées par les uns et les autres, les professeurs, les élèves et leurs parents, qu'elles paraissent incontournables. Essentialisées, elles forment un système dont il ne semble pas qu'on puisse y échapper, comme si nous étions pris dans un piège. Concevoir de nouveau, nous dit Edgar Morin, est une difficulté. Nous nous sommes donc efforcés, en montrant des chemins, de faire preuve de pédagogie. D'abord, selon un concept cher à Louis le Grand, l'étonnement. Puis, nous vous emmènerons dans plusieurs pays étrangers, non pas pour vous présenter des modèles, mais pour vous donner à voir que sous d'autres latitudes, les pratiques ne sont pas identiques aux nôtres, qu'il est donc possible de changer de paradigme et d'imaginer une évaluation au quotidien pour aider les élèves à apprendre. Et comme nous ne voulons pas être stigmatisants pour les acteurs français de l'éducation, nous donnerons aussi la parole à des professeurs des écoles qui nous présenteront des dispositions qu'elles ont mises en place pour répondre à cet objectif. Nous vous proposons de commencer par un témoignage. Naël est un lycéen scolarisé en première cette année, qui a vécu un séjour d'immersion dans un établissement danois en 2023 à 2024, alors qu'il était en seconde. Nous lui avons demandé de nous faire part de ce qu'il a pu observer, de ce qui l'a étonné. Nous l'avons interrogé sur les enseignements qu'il tirait de cette expérience. Nous l'écoutons. Bonjour Naël. Alors tu es aujourd'hui en première générale. Tu as eu la chance, il y a quelques mois, de partir en mobilité internationale. Tu as donc étudié pendant un mois dans un établissement danois et suivi tous les cours et les activités également extrascolaires, le tout en anglais. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier de l'éducation qui est l'évaluation. Peux-tu nous dire ce qui t'a marqué en matière d'évaluation pendant ton séjour? Bonjour. Donc, comme en France, il y a des tests écrits appelés assignments. Il y a également des projets préparés en vue d'une évaluation de fin d'année. Il y a également beaucoup de travaux de groupe et de présentations orales. Il y a aussi des évaluations parfois très éloignées de ce que j'avais connu jusqu'à là. Quelle différence notable en termes d'évaluation as-tu remarqué au Danemark? La première différence, je dirais, qui est la plus importante à mes yeux, c'est l'absence de cette obsession de l'évaluation et également le nombre d'évaluations par mois. Ensuite, je dirais, c'est la notation qui va de -3 à 12. Aussi, les évaluations au cours de l'année ne servent qu'à préparer l'examen final et n'ont pas d'impact sur les examens de fin d'année. J'ai constaté aussi également une absence de stress. Peux-tu nous raconter, Naël, un exemple d'évaluation que tu considères très éloigné des pratiques en France? En maths, par exemple, j'ai participé à une évaluation décomposée en deux parties. La première partie, donc chaque élève traite seul toutes les questions. Et ensuite, les élèves d'un groupe échangent, discutent sur leurs réponses. Chaque élève, après discussion, prend, entre guillemets, sa propre responsabilité. Soit il considère qu'il a fait des erreurs et à ce moment-là, il va les corriger. Soit il est convaincu que sa réponse est la bonne et il va la garder. Et en quoi ce type d'évaluation est positif à tes yeux?
pense que ce type d'évaluation prend en compte l'importance des échanges entre pairs et surtout donne le droit à l'erreur. L'erreur en France amène à l'échec et est sanctionnée d'une note qui va être gravée sur ton bulletin pour te rappeler que tu as échoué. Et puis, on n'arrive pas aussi stressé à un assignment qu'à une évaluation de maths coefficient 4 ou 8. Tu as évoqué tout à l'heure le rythme harassant des évaluations en France. Quel est le rythme au Danemark? Le rythme est limite perturbant. Alors qu'on peut aller, par exemple, jusqu'à 15 évaluations en un mois en France, je n'ai participé qu'à 4 évaluations en un mois et une préparation à une évaluation finale. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de nous dire quel est le rythme annuel des évaluations? Je suis pas resté assez longtemps pour m'en rendre compte, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait 3 évaluations par discipline, plus une note finale. Il y a également cette préparation pour l'examen final en histoire, qui consiste à rédiger un essai sur un sujet au choix, avec un nombre de mots à ne pas dépasser. Et comment tu as trouvé cet exercice? Je dirais intéressant et enrichissant. L'élève, il va donc choisir un sujet en histoire et il est accompagné durant les 2 semaines par l'enseignement en termes de méthodologie. D'abord, tu vas commencer par collecter des données que tu vas organiser en bibliographie et ensuite tu vas en dégager une problématique. Je n'ai pu faire moi que cette partie et l'introduction. Le tout en anglais, ce qui était déjà pas mal pour moi. L'exercice est assez dur lorsqu'on n'est pas habitué à réfléchir de cette manière, ni à produire autant de pages. Quels sont généralement les critères utilisés pour évaluer les élèves? Je dirais la compréhension du sujet, l'originalité des idées, la capacité de réflexion critique, mais surtout la collaboration dans les projets de groupe. Et la notation ressemble-t-elle à ce que tu as l'habitude de pratiquer en France? Je n'ai pas vu de notes sur 20, j'ai vu des notes sur 30, 45, sur 15, mais ce ne sont pas ces notes qui sont importantes. C'est leur transformation sur l'échelle de -3 à 12. Une échelle de 7 notes qui va de 12, 10, 7, 4, 2, 0 et -3. Et comment on passe d'une note sur 35 à une note sur 12? Je pense que c'est une question de compétence. Et donc, si tu as quelques erreurs mineures et que sur d'autres réponses, tu as répondu correctement, il considère que tu as acquis les compétences et ce sera pas forcément sanctionné. Et toi, tu trouves ce système bien? Ce qui est bien, c'est que entre celui qui a eu 40 sur 45 et celui qui a eu 45 sur 45, il n'y a pas de différence. Les deux auront 12 sur 12. Ce qui permet de valoriser la majorité des personnes qui sont en réussite sans les classer. Il n'y a donc pas de premier de la classe ni de dernier. Et comment le feedback il est donné aux élèves après une évaluation au Danemark? Déjà, les copies, elles sont annotées avec des conseils qui sont repris oralement, alors que j'ai eu parfois des copies en français qui n'ont été annotées que très peu. Et puis les enseignants, ils sont toujours au service de l'élève. Ils sont présents toute la journée au lycée et tu peux les solliciter à n'importe quel moment de la journée. Et si tu compares les deux systèmes d'évaluation, crois-tu que les évaluations influencent la motivation et l'apprentissage des élèves? Je sais pas pour les autres, mais pour moi, je sais que souvent on apprend pour avoir des bonnes notes et pour avoir un bon dossier pour Parcoursup. Je sais que pendant un mois, j'ai aimé apprendre sans me dire que si je perdais 5 minutes d'attention, j'allais rater un point du cours qui pouvait potentiellement faire l'objet d'un point d'évaluation. Ce qui change également, c'est les échanges avec les enseignants.
En France, quand tu essayes de comprendre la notation, tu passes entre guillemets, un obsédé de notes et quelqu'un qui remet en cause l'évaluation des enseignants. Du coup, t'essayes pas forcément de comprendre pourquoi tu as échoué et n'ayant pas de retour, c'est plus difficile de s'améliorer. Au Danemark, tu peux échanger. Les professeurs, ils arrivent à se remettre en question et parfois changent la note s'ils estiment que c'est eux qui n'ont pas compris les propos. Il n'y a pas cette sorte de sacralisation de l'évaluation du professeur comme on a en France. Ok, je comprends bien. Est-ce que les évaluations sont un facteur de stress pour les élèves au Danemark, comme ça pourrait l'être en France? Contrairement en France, le sujet de l'évaluation n'est pas omniprésent. D'ailleurs, les élèves parlent peu d'évaluation entre eux, même après avoir reçu leurs notes. Lorsqu'il y a une évaluation, j'ai pas forcément eu l'impression qu'ils étaient stressés, qu'ils révisaient pendant la récré avant le début d'une évaluation, comme nous on pourrait le faire. Je sais par contre qu'ils prennent plutôt au sérieux le DHO, donc l'essai en histoire, et qu'ils se travaillent assez sérieusement. Au final, conseilles-tu aux élèves français d'aller découvrir d'autres systèmes éducatifs? Ah, bien évidemment, partir et étudier ailleurs, ça reste une expérience incroyable. Au-delà du Danemark, je pense que passer un mois dans un système où on te fait confiance, on te demande juste d'apprendre, de monter en compétences et surtout de donner le meilleur de toi-même, c'est extrêmement reposant psychologiquement. Mais le retour peut être violent comme ça l'a été pour moi. À peine rentré, fallait que je rattrape en 2 semaines toutes les évaluations ratées, même si j'avais assez de notes pour en faire une moyenne. On est tout de suite rattrapé par la réalité du système éducatif français. J'ose même pas imaginer l'impact de cette mobilité si j'avais réalisé comme prévu en première. D'ailleurs, alors que les textes y prévoient ce type de mobilité et les encouragent, pour des raisons que je comprends pas, on ne permet pas aujourd'hui de la valoriser en passant l'épreuve mobilité internationale. Je trouve que c'est un peu le comble de l'ironie parce que la seule fois où je souhaite être évalué sur un projet qui me tient à cœur, bah, on me le refuse. Mais c'est pas si grave que ça parce que cette expérience a été tellement enrichissante que j'ai pas besoin que ce soit mentionné sur un diplôme. Merci beaucoup, Naël, pour ce retour d'expérience très passionnant. Bien, voilà. Alors, Naël, en répondant à nos questions sur les différences dans les pratiques évaluatives entre la France et le Danemark, ne s'est pas limité à comparer les outils utilisés par les enseignants des deux pays. Il a évoqué également le rapport différent à autrui, les pairs, les enseignants, le rapport au temps, celui qui est consacré aux exercices évalués, celui de l'emprise en termes de charge mentale pour les élèves, celui que consacrent les professeurs pour commenter ou expliquer les évaluations, le rapport à la valeur des évaluations qu'il a vécu comme l'informant sur ses savoirs, plus que sur sa performance relative, des évaluations au service des apprentissages, dit-il. Il fait preuve d'une certaine sagacité sur ces sujets que nous allons retrouver maintenant avec nos autres invités.